Thank you. Hello. Just for you to know, I have absolutely no idea about the amount of people who are in the room now because of the light setup. I'm just in the dark, which is fine. I'm with myself. Welcome for this presentation. I'm very happy and a little bit moved because it's the first WIP session for me this year. It's a special one, again, but I think very often the WIP sessions they have something special. This time it's about, as you know, an adaptation of a video game. We're talking about Splinter Cell, Death Watch. So I think on one hand, we know the game, we know the spirit of this kind of story, and on another hand, I'm sure you're going to be surprised. So it's not my role to tell you that, so I need to call some friends on stage. First of them, Carl Tamakloe, the development manager. But he's not alone. Mr. Guillaume Douce, the director of the show. As you see them, they need a producer, so I call Hugo Revon. I'm calling Félicien Colmédage, the co-director of the show. And very important, Ms. Gaëlle Thierry, the animation supervisor. Now I'm very happy to shut up and let them start. Don't be afraid. Darkness is a good thing. Once you get used to the shadows, you see bad people for who they really are. And they'll never see you coming for them. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très contents de pouvoir vous présenter les premières images de notre nouvelle série d'animation adulte Splinter Cell Death Watch, ainsi qu'une partie de ceux qui œuvrent maintenant depuis 5 ans sur le projet. Pour ceux qui ont pu jeter un œil à la précédente série d'Ubisoft Captain Leatherhawk, déjà sur Netflix, je vous rassure, ici pas de grenouilles qui parlent. Non, ici cette fois c'est beaucoup plus sérieux. C'est Splinter Cell, un de nos jeux vidéo les plus célèbres, et je laisse à Carl le loisir de vous en parler. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Carl, je suis chargé de développement chez Ubisoft Film Télévision depuis 5 ans justement, et c'est le premier projet sur lequel j'ai été, donc je suis assez ému de vous présenter cette série. Pour commencer, il y a combien de joueurs de Splinter Cell dans la salle ? Ok, ça fait plaisir. Donc, petit cours d'histoire pour ceux qui ne connaissent pas les origines de cette saga. Donc, tout commence avec un romancier américain du nom de Tom Clancy, donc, qui est un auteur de thrillers politiques. Donc, il a notamment fait Octobre Rouge. Donc, tous ses romans, la plupart, ont été adaptés dans des films ou dans des séries. Et donc, il est auteur de thrillers politiques, donc des thrillers qui sont très documentés, notamment avec la technologie, donc on appelle ça des techno-thrillers, et avec une situation politique très réaliste. Donc tous ces romans, justement, sont très pointilleux sur la situation géopolitique qu'ils dépeignent. Et donc là, on passe à Splinter Cell. Donc Splinter Cell, qui n'est pas une adaptation d'un de ses romans, mais qui est très fortement inspiré de son œuvre, donc avec tous les piliers dont je vous ai parlé. Donc un réalisme militaire et géopolitique accru. Et donc on commence avec Sam Fisher, donc Sam Fisher qui est le personnage que vous voyez à l'écran, qui est un agent de la NSA,
Donc la NSA qui est l'agence de renseignement américain. Lui, en fait, il fait partie d'une cellule fictive, cette fois-ci, qui s'appelle Third Echelon. Et alors que la NSA s'occupe justement d'aller chercher des informations par le biais d'ordinateurs ou de communication, le but de Third Echelon, c'est vraiment d'aller envoyer des agents physiques sur place pour pouvoir récupérer des informations. Et donc, une fois qu'on a ça, on a en fait un gameplay, on a un jeu vidéo qui est tout trouvé, donc avec la saga Splinter Cell, donc, qui a eu 6 épisodes entre 2002 et 2013. Et donc, qui sont des jeux d'infiltration, où vous contrôlez Sam Fisher, où vous devez aller chercher justement des informations ou des objets sans vous faire repérer. Donc c'est ça, un jeu d'infiltration. Moi, j'ai jamais été bon à ce type de jeu parce que je suis trop bourrin. Mais voilà, visiblement, c'est un chef-d'œuvre. Et donc là, on est 12 ans après justement le dernier jeu, donc Splinter Cell Blacklist. Et ces jeux ont été une révolution, vraiment, à l'époque, notamment par leur scénario. Donc des scénarios qui sont, comme je vous l'ai expliqué, très pointus, très géopolitiques, mais qui voilà, datent d'il y a 10 ans. Et maintenant, nous, en tant qu'Ubisoft Film et Télévision, se pose vraiment la question de comment on adapte ça en 2025. Et pour ça, je passe la parole à Hugo. Merci, Karl. Effectivement, donc, quand le projet démarre, nous sommes en 2020, car c'était il y a 5 ans, soit 7 ans après la sortie du dernier jeu Splinter Cell Blacklist. Dans ce monde, donc il y a un spoiler, James Bond est mort. The Raid a revisité la violence des coups portés. Mission Impossible, l'art des cascades les plus improbables. Et Malotru a trahi son pays dans le bureau des légendes. C'est donc un monde où les codes ont changé, mais pas les exigences des spectateurs. Donc dès le début, j'ai envisagé le projet comme un projet de série premium adulte qui viserait au-delà du large cercle des fans d'animé et de jeux vidéo. Certes, pensé et produit en animation, mais susceptible de toucher une audience habituée aux codes narratifs et cinématographiques propres à des séries ambitieuses de Netflix ou d'HBO. Donc en résumé, Splinter Cell, on l'a tout de suite vu comme un thriller d'espionnage en animation, mais ses marqueurs visuels et son intrigue sont réalistes. On y reviendra plus tard avec le reste de l'équipe. Et donc le projet s'est construit un peu à contre-courant de ce qui se faisait à ce moment-là en série d'animation, à savoir un rythme rapide, beaucoup de cuts, une stylisation de l'animation. Et nous, on a tout de suite été chercher un ou deux marqueurs qui, selon nous, résument bien la logique du projet. Le premier marqueur, c'est Derek Kolstad, qui est l'auteur de John Wick, le premier, que personnellement j'avais adoré. J'avais adoré sa capacité à créer un perso, un archétype d'un perso taiseux, charismatique, dans un environnement hyper codifié, action. Et en fait, tout de suite, il a imaginé un show très adulte qui laisserait la part belle dans son pilote au silence, à l'introspection et à des séquences d'action hyper viscérales. Ça, c'était le premier marqueur qui, selon moi, était important pour trouver l'ADN du show. Le deuxième marqueur, c'était de trouver la personnalité qui incarnerait bien Sam. Et ça, on l'a trouvé en la personne de Liev Schreiber. Pareil, le personnage qu'il avait su créer dans la série Ray Donovan, tout en contradiction et en violence rentrée, était pour moi un apport hyper important au projet. Et j'avais déjà pu me rendre compte sur notre précédente production, mais c'est vrai que la beauté de la production en animation, c'est qu'on vit avec un personnage qui est écrit, bordé, designé pendant plusieurs mois. Et en fait, c'est une fois qu'on arrive dans la cabine son qu'en fait ce personnage prend vraiment vie. Et je pense qu'on aurait difficilement pu trouver meilleur Sam que Liev. Et son angle tout de suite a été d'avoir un jeu très naturaliste et très néo-noir qui, je crois, fait vraiment mouche. Une fois qu'on avait posé tout ça, notre sujet, c'était d'inscrire effectivement le projet dans une réalité temporelle, 2025, 2026, 2027, en répondant à deux questions. La première, c'est quel âge aurait Sam en 2026-2027 ? Et là, on se heurte à la réalité, Sam aurait plus de 60 ans. Et tout de suite, ça nous a plutôt excité en fait, l'idée d'explorer un Sam vieillissant qui fait vraiment son âge. Bon, pas un 60 ans à la Tom Cruise, plutôt un 60 ans à la Logan Wolverine. Un Sam torturé, fatigué, quasi revenu d'entre les morts pour une dernière mission. Et puis la deuxième question à laquelle il fallait qu'on s'attache à répondre, c'était comment être pertinent dans un futur proche.
alors que dans notre monde réel, les codes ont changé à une vitesse folle, le Covid est passé par là, un président américain a menacé d'annexer le Groenland, le concept de guerre hybride s'est répandu à travers, avec l'émergence du groupe Wagner, bref. Nous, on s'est simplifié la vie, pas vraiment, mais... et donc, on a décidé de placer notre héros à un endroit hautement stratégique en Europe qui s'appelle le passage de Suwałki. Le passage de Suwałki, c'est tout à l'est de la Pologne, et c'est décrit comme étant le maillon faible de l'Europe. On y retrouve Sam, maintenant reclus, fermier, qui vit sa vie tranquillement dans cet endroit hautement stratégique. Bien sûr, on l'a accompagné de personnages iconiques du jeu vidéo que les fans connaissent, Anna Grimsdottir, Grim, ou encore Douglas Shetland, enfin, une partie de Douglas Shetland. Et donc, je l'avais pas vu comme ça. Et donc, notre vieux Sam devra donc reprendre du service pour venir en aide à une jeune agent sur le terrain. Ça, c'est pour la partie story et pour le concept. Une fois qu'on avait posé tout ça, on a été chercher Sun Creature et Guillaume, qui venaient travailler sur les DA de Flea, nominés aux Oscars. Et tout de suite, il a exprimé des envies de réalisation singulières par rapport au code de l'époque. Mais avant de lui passer la parole, je voulais vous présenter un premier extrait que j'adore et qui synthétise bien l'ambition du projet. Vous allez y voir un agent en infiltration entre ombre et lumière, du pur Splinter Cell. C'est parti. The target should be in the basement. Uploading OPSAT inputs. We don't have much time. Tam kažkas yra. Bonjour à tous. J'ai eu le plaisir de rejoindre le projet très tôt avec Netflix et Ubisoft, à un moment où la série était encore vraiment à ses prémices. Derek, à l'époque, avait écrit une première bible sur laquelle on pouvait se baser. Les personnages étaient bien décrits, l'environnement, les ambitions. Et à ce moment-là, du coup, il y avait encore tout à faire. Et l'idée de mon intervention au début, c'était vraiment d'identifier une vision artistique pour cette série et de définir un style visuel qui lui serait propre, tout en respectant les jeux et en y restant fidèle. Quand j'ai... Tu peux passer. Quand j'ai commencé ma carrière de gamer, très jeune, je jouais beaucoup aux jeux d'infiltration. Alors en premier lieu, Splinter Cell, mais il va falloir mentionner quand même Metal Gear et Hitman. Et c'est vraiment un genre qui m'avait vachement plu à l'époque parce que je le trouvais hyper immersif et cinématique. Parce qu'au-delà des moments d'action qui étaient très prenants, il y avait des temps morts, il y avait du suspense, il y avait des intrigues. Et c'est vraiment quelque chose qui me captivait à l'époque. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve à adapter Splinter Cell avec cette belle équipe. Et pour ce faire, quand on a commencé à approcher le projet, c'était vraiment sur... on travaillait déjà l'esthétique avant de rentrer dans la mise en scène, puisqu'on n'avait pas encore les scripts. Et pour moi, ce qui était assez évident, c'était de repartir à l'origine du jeu, du tout premier jeu. Parce qu'à l'époque, il avait fait grand bruit, il était très innovant dans sa mécanique de jeu. Et en fait, ce qui était génial avec le jeu, c'est qu'il y avait cette mécanique donc, de se cacher entre ombre et lumière. Il y avait même une petite jauge qui permettait de savoir si on était suffisamment camouflé ou non. Et ça a vachement influencé l'identité visuelle. On se retrouve avec des spots de lumière qui sont très forts, des ombres qui sont très marquées, ce qui crée des contrastes très forts à l'image, comme on peut le voir ici. Et au-delà de ça, l'esthétique du jeu était très minimaliste. Il y avait très peu de couleurs aussi, et tout ça, ça me rappelait fortement le cinéma néo-noir et le thriller.
des genres que j'affectionne particulièrement. Et j'ai proposé assez vite cette planche, après un peu d'exploration, mais pour essayer de capturer l'idée de ce qu'on voulait faire pour cette série. C'était la rencontre entre deux mondes, celui de Satoshi Kon et de Michael Mann. D'un côté, Satoshi Kon, c'est une manière de parler de l'animé des années 90, qui est l'un des porte-étendards de l'époque. Donc il y a lui, mais il y a Koji Morimoto, Katsuhiro Otomo et Mamoru Oshii et tant d'autres. Et ce qui est passionnant, ce qui était passionnant avec cette époque, c'est qu'il y avait aussi une forte inspiration du cinéma en prise de vue réelle et des codes du cinéma qui étaient très ancrés dans les cadrages, dans les intentions et beaucoup de travail aussi sur le montage. Donc voilà, on est reparti de là. Et en parallèle, il y avait ma passion pour le cinéma noir, surtout de Michael Mann, que je trouve très fort, car c'est un cinéma réaliste et sec. Il a fait notamment Heat, Miami Vice ou encore Collateral. Et je cherchais justement à voir un cinéma qui puisse représenter des agents sur le terrain, sachant que la licence était elle-même très réaliste. Et History of Violence, par exemple, en fait partie. C'est pas de Michael Mann, mais qui parle justement d'une violence assez crue, qui marchait bien pour le propos. Donc, une fois qu'on a mis en place les codes visuels, j'ai commencé donc à travailler sur la mise en scène à proprement parler. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était d'explorer, repartir de ce personnage, Sam Fisher, qui est donc plus âgé que dans les jeux, et qui est habité par une forte violence de son passé et des actions qui ont pu affecter son présent aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, qui m'avait vachement marqué dans le travail, dans ce qu'avait écrit Derek. Il y avait cet élément un peu de mélancolie et de passé qui venait le hanter. Et il fallait donc trouver une mise en scène qui soit à la fois intime et proche des personnages, parce qu'encore une fois, on passe à une fiction et plus un jeu interactif, plongé dans la vie d'un agent sur le terrain. Donc, je cherchais une mise en scène qui soit forte de contraste, tant dans son rythme que dans son esthétique. Moi, j'aime parler de photographie au-delà de la direction artistique, parce qu'on est extrêmement influencé par le cinéma de prise de vue réelle, et on en utilise beaucoup les codes. C'est pour moi aussi important dans la mise en scène que l'action même et le découpage, parce que sans immersion dans l'image, on a du mal, selon moi, à se projeter vraiment dans la fiction. Et donc c'était très important de trouver une direction artistique, voilà, qui soit immersive et qui joue de ces codes. Donc de là, j'ai découlé différents composants de mise en scène. Il y a quelque chose que je voulais explorer et dont Michael Mann était le point de départ, c'était le travail de la longue focale. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est certaines lentilles, voilà, de caméra qui permettent de créer une image assez cinématique avec des flous assez forts qui resserrent un peu l'espace entre l'arrière-plan et le premier plan. Et voilà, je le trouvais très cinématique, mais en plus de ça, je trouve que c'était une manière de présenter des personnages finalement assez intimes, parce que ça crée des trous, ça crée des silences dans l'image, des éléments qui ne sont pas forcément nets, ce qui laisse aussi la place au son pour compléter ces images et compléter voilà, ce qu'on souhaitait raconter. C'est aussi un moyen d'isoler des personnages dans leurs pensées, de montrer des choses auxquelles ils prêtent attention, et voilà, de les ancrer aussi dans leur environnement. Ce qui est bien, c'est que ça permet de raconter et de faire des juxtapositions d'idées au sein d'un même plan, de changer de flou passant du premier plan à l'arrière-plan, pour raconter une histoire au sein d'un plan sans avoir à faire de champ contre champ constamment. Après, c'est aussi une manière d'avoir une direction assez verticale, avec un graphisme assez vertical, avec des verticales et des horizontales assez fortes, qui permettent d'avoir une image assez sobre et maîtrisée. Ensuite, il y avait aussi une vraie volonté de créer du contraste en termes de cadrage et d'ampleur du monde. Donc, on jouait vraiment sur de forts
des plans très très larges et des plans très serrés qui permettent justement de rentrer un peu dans l'intime des personnages, dans ce qu'ils sont, dans leurs habitudes. Travailler aussi sur leur environnement, prêter attention à des détails qui permettent de mieux les cerner. On n'est pas seulement voilà, sur des portraits fixes, mais on essaie d'avoir un environnement qui entoure ces personnages et qui nous informe. Un autre défi, qui est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup dans les films, j'ai tendance à aimer les films longs et lents. Et il y a une technique narrative que je trouve très immersive, c'est les plans fixes. Parce qu'au sein d'un plan fixe, on peut raconter plein de choses, on peut construire de la tension et on peut construire de l'anticipation pour ce qui peut se passer par la suite. C'est pas forcément ce qu'on aime le plus en général en animation, mais c'est moins mon sujet là tout de suite, parce que c'est compliqué à faire. Mais ça permet voilà, non seulement de parfois rendre des personnages prisonniers d'un autre personnage, ça permet de coincer l'audience au sein d'une scène et de la forcer à regarder et à se préparer à ce qui va arriver après. Et je reprendrai un exemple qui n'a pas grand-chose à voir avec la série, mais il y a un plan-séquence incroyable, un plan-séquence incroyable dans le film Hunger qui dure 17 minutes et on ne voit pas le temps passer. Donc on n'a pas de plan-séquence d'1 minute, mais en tout cas, c'est des points d'inspiration forts. Ensuite, du coup, dans ce travail d'image pour un style très néo-noir, la lumière était hyper importante, la couleur aussi, l'atmosphère. Donc ça, c'est des recherches qu'on a fait très tôt dans la série. On voulait voir jusqu'où on pouvait pousser les ambiances entre des lumières très blafardes en plein jour et des lumières de nuit avec des lumières artificielles, en l'occurrence, pour voir comment est-ce qu'on pouvait créer des découpes et jouer avec la lumière pour créer des compositions. C'était aussi voir à quel point on pouvait pousser les noirs, à quel point on pouvait pousser avoir des couleurs désaturées sans que ça paraisse fade. Et voilà, donc ça c'était les premières recherches. Et comme vous l'avez vu, donc là on est dans un environnement, donc l'environnement de Sam, quand on le retrouve dans la série, qui se retrouve dans cette ferme au milieu de la Pologne. Tu peux passer là. Et dans cette ferme, donc, nous, ce qui était hyper intéressant, on avait eu vachement de temps à ce moment-là dans le développement de la série. On avait, il me semble, le pilote à l'époque. Ça nous permettait vraiment d'explorer ce lieu qui est là où s'est reclus Sam et de définir finalement qui il est. C'était intéressant d'explorer ce décor, justement, de s'imaginer un Sam qui se retrouve isolé de tous, qui n'a rien changé. Il a pu y avoir des agriculteurs par le passé, on ne sait pas. Mais voilà, les éléments du décor informent vachement finalement son parcours. Et ce qui est intéressant aussi pour nous, puisqu'il va se passer des choses à cet endroit, c'est de pouvoir s'en servir vraiment comme terrain de jeu et savoir où est-ce qu'on placera ensuite nos caméras. Donc voilà, et on va vous présenter maintenant du coup l'introduction de Sam Fisher dans la série, faisant suite à tous ces points. Donc maintenant, vous avez eu l'occasion de voir 2 extraits de la série qui parlent justement de ce contraste qu'on a souhaité faire. C'était vraiment de pouvoir avoir de l'action très viscérale et très immersive et en même temps avoir ces moments de contemplation et de prendre le temps avec les personnages. Donc
Voilà, c'était au cœur de cette série, de ce qu'on voulait faire. Moi, j'étais très inspiré des films les plus réalistes d'ailleurs de David Cronenberg, History of Violence et Les Promesses de l'ombre, Eastern Promises, qui avait justement cette violence assez forte, mais qui était très ponctuelle et finalement avec des moments vraiment de lenteur aussi, qui permettaient d'apprécier ces moments de furie. Maintenant, on va passer un peu sur le travail de l'atmosphère. Comme vous avez pu le voir, on s'est beaucoup inspiré du cinéma en prise de vue réelle. Le color script, ce qui est bien, c'est que ça vient ancrer toute la mise en scène. On a le travail de cadrage, on a le travail de couleur, de composition, de lumière. Et c'est le fil conducteur finalement de la mise en scène pour la suite. Et vu que cette série se voulait très atmosphérique, c'était un élément hyper important. On a travaillé du coup à partir de photos, ce qui est bien, ce qu'il n'y avait pas encore il y a quelques années. Il y a des outils fantastiques comme ShotDeck qui permettent d'avoir une banque d'images absolument incroyable, de pouvoir les filtrer en choisissant le type de lighting, de composition, ainsi de suite. Et qui ont été vachement utiles justement pour réussir à atteindre cette exigence de réalisme et d'image cinématographique, parce que finalement, sur beaucoup de références en animation, on aura peut-être tendance à accentuer des couleurs et à faire des choses qui soient très vives, alors qu'ici, au contraire, on essayait d'avoir des choses assez contenues. Et pour finir, un autre composant qui était essentiel à la mise en scène de cette série, c'est la musique. Splinter Cell est essentiellement connu pour la bande originale du jeu Chaos Theory, qui est le 3e, qui a été composé par Amon Tobin. Donc on savait déjà que sur la licence, il y avait une forte attente sur la bande originale, que c'était un marqueur très fort pour les joueurs. Eh bien, devinez quoi, on n'a pas fait ça du tout. On s'en est détaché finalement assez naturellement, parce qu'encore une fois, on est passé sur un format de fiction. Et il y avait vraiment cette notion d'immersion. Et aussi, on a un Sam qui a vachement vieilli. Et il y avait quelque chose d'assez intéressant dans cette idée d'avoir une image et un son âpre. On est allé chercher des compositeurs assez renommés qui sont Danny Bensi et Sander Jurians, qui sont connus notamment pour Tokyo Vice, qui a été créé par Michael Mann, qui est l'une des inspirations, Ozark ou encore Ennemi de Denis Villeneuve. Et c'était vraiment une rencontre géniale qui nous a permis de créer un son qui était justement très atmosphérique. Ce que j'aime beaucoup avec leur travail, c'est qu'il est très analogue. On est sur des instruments, sur des grincements, sur des textures, qui a vraiment permis de laisser place aussi au sound design qui vient compléter l'image et qui est essentiel dans cette série. Et c'était vraiment trouver cette bonne balance entre l'atmosphère d'un lieu, les voix évidemment des personnages, sachant qu'on a assez peu de dialogue finalement dans cette série, et la musique qui vient justement accentuer certains moments. Et tout ça, on était vraiment content de travailler avec eux parce qu'on n'est jamais sur une musique criarde qui vient prendre tout l'espace, et elle se complète extrêmement bien avec le sound design. Et aujourd'hui, je peux le constater puisque je suis en phase de mix final, et le mix change absolument tout. C'est vraiment génial de voir justement ces éléments se marier et nous guider à travers la série. Voilà, et je vais passer la parole. Oui, ça c'était sur toute cette partie artistique. Moi je voudrais dire juste un mot rapide pour revenir à la préparation de cette présentation, où tout ce champ artistique comme ça, vous l'avez partagé, j'ai commencé à le découvrir, et j'étais curieux, et en même temps c'est un peu ce que j'attendais. Là où j'ai été plus surpris, et où ça m'a vraiment enthousiasmé, c'est qu'en fait tout ce champ artistique, il est ancré dans le réel, et à plusieurs niveaux. Et il y a tout un travail qui a été fait, et j'aimerais, Karl, que tu puisses nous le présenter, parce que ça a été pour moi une surprise, et qui a ajouté énormément d'intérêt pour moi au projet. Oui, en fait, ça vient de l'ADN du jeu. En fait, c'est qui était justement très, très réaliste et ancré dans le réel dans l'époque où il est sorti. Et comme Hugo vous l'a expliqué, donc là on est en 2025, et il faut aussi qu'on s'ancre dans des enjeux qui sont en 2025. Donc on ne fait pas la guerre de la même manière, on n'affronte pas les mêmes ennemis qu'au dans les années 2000. Et nous, on va dire un type de guerre qui a été important dans la manière dont on a conçu l'intrigue de la série, c'est la guerre hybride.
C'est qu'aujourd'hui, la guerre hybride, enfin la façon dont on fait la guerre, c'est par la cyberguerre, donc par le hacking. Les ennemis ne sont pas que des États, ça peut être des personnes, en fait, des individus. Il y a aussi tout l'aspect fake news, la désinformation, qui sont en fait des armes qui peuvent déstabiliser justement des États ou des personnes. Et donc l'idée, c'était vraiment de s'ancrer dans ce concept, et c'est ce qu'on a voulu montrer dans Deathwatch, que en 2025, on ne fait pas la guerre comme en 2000. Et il y a aussi un élément très important, c'est qu'il y a aussi de nouveaux acteurs qui rentrent justement dans ces enjeux, donc des acteurs corporate, donc des entreprises, mais aussi des acteurs du milieu énergétique. Notamment, un des gros événements de la série, je ne vais pas trop spoiler, c'est la COP 31. Donc il va y avoir tout un enjeu autour des enjeux énergétiques dans la série. Et un autre point qu'on a voulu vraiment montrer, c'est peut-être aussi parce qu'on est européens nous-mêmes, mais c'est que les enjeux sont assez décentrés des États-Unis, par rapport aux jeux justement qui étaient très américano-centrés. Aujourd'hui, les enjeux sont un peu ailleurs, bon, même si on voit que les États-Unis ont quand même pas mal d'influence aujourd'hui. On a vraiment voulu montrer que les enjeux pouvaient se placer en Europe. Et donc pour ça, on a aussi choisi une structure assez différente, donc qui est le road trip. Donc la série, en fait, cette série sera un road trip à travers l'Europe. Et donc ça a plusieurs avantages, c'est que on revient un petit peu justement aux références que Hugo a mentionnées, donc où on va normalement aux quatre coins du monde. Là, on va aux quatre coins de l'Europe, ce qui est tout aussi sexy, hein, c'est vrai. Mais du coup, il y a aussi un enjeu très intimiste pour nos personnages, donc avec Sam Fisher et ce nouvel agent, qui vont pouvoir justement nouer une relation un petit peu plus proche par ce road trip-là. Et justement, il y a tout un souci d'authenticité. Donc lorsque justement on investit toutes ces villes, on a une mission de représenter au mieux, surtout pour une série qui se veut réaliste, ces villes-là. Donc que ce soit par l'architecture, donc là vous avez la ville de Gdansk en Pologne, donc on a fait pas mal de recherches justement, enfin nos studios ont fait pas mal de recherches sur l'architecture de ces lieux, sur l'urbanisme, comment ces villes fonctionnaient. Par exemple à Gdansk, on a représenté la statue de Neptune qui est une grosse attraction dans cette ville. Et donc voilà, on avait vraiment ce mot d'ordre de respect et d'ancrage dans le réel pour que vous soyez à Gdansk comme nos personnages, quoi. Et il y a aussi tout un enjeu autour des signalétiques. Donc moi je sais que lorsque je vois des films qui me font penser que la Tour Eiffel est à 2 mètres de l'Arc de Triomphe, ça me trigger un peu. Donc on a vraiment voulu faire attention, donc on respecte quand même, enfin il y a quand même un enjeu d'histoire, donc on peut tricher un petit peu, mais on a vraiment voulu faire attention à la manière dont les éléments dans la ville sont disposés. Donc là, par exemple, à Hambourg, on a vraiment fait des recherches sur comment nos personnages peuvent se mouvoir dans la ville, tout en respectant en fait les enjeux d'intrigue qui sont présents dans la série. Il y a aussi, on peut aller même au niveau micro, c'est qu'on a fait des recherches sur les plaques d'immatriculation. Donc si vous cherchez des experts en plaques d'immatriculation polonaise, enfin voilà, on est là. Et du coup, voilà, enfin, il y a vraiment, ça va du macro au micro, il y a vraiment un respect du détail qu'on a voulu insuffler à Splinter Cell, et je pense que ça se voit, que ça se ressent justement dans la série. Et pour ne pas casser justement cette immersion, il y a eu tout un travail sur le sound design, mais aussi sur le doublage. Donc on a vraiment voulu représenter au mieux les villes donc par le son, parce que chaque son de ville est différent, donc que ce soit en Lituanie, en Pologne ou en Allemagne. Donc il y a eu un vrai travail dans ce sens-là. Et même aussi pour le doublage, ça a été assez intéressant de bosser dessus, parce que nos directeurs de voix ont eu une phrase, un petit peu un motto, donc pour nos acteurs, qui a été de ne pas faire du cartoon, donc d'être vraiment dans une restitution des émotions qui soit le plus réaliste possible, et donc d'aller justement dans la nuance des émotions dans la performance de ces acteurs. Et le choix de Liev Schreiber est aussi un exemple. Donc c'est un acteur qui a fait principalement du live, donc on a vraiment voulu avoir ce motto pour toute la série. Et également pour excuse-moi, ouais. Et également pour le doublage, une particularité, c'est que on a pris des acteurs donc lituaniens, allemands ou polonais, parce que ça parle en fait leur langue d'origine. Donc on n'est pas avec des acteurs anglais ou américains qui font des accents. On est vraiment avec des acteurs d'origine, et ça fait partie de l'authenticité qu'on a voulu insuffler à la série.
Donc on a travaillé avec un studio qui s'appelle Liquid Violet, qui nous a fait tout le casting justement des acteurs et des actrices qui ont été sur la série. Donc on les a cherchés en Pologne, en Lituanie, en Allemagne, pour vraiment avoir cette immersion totale. Voilà. Et un autre point, c'est la place de la musique. Donc on a pas mal de musiques qui ne sont pas composées par Danny Bensi et Sander Jurians, donc qu'on appelle musique commerciale, qui existent dans la vraie vie. Et en fait, toutes les musiques que vous entendrez dans la série, donc si vous entendez du Kendrick Lamar, ça veut dire qu'il n'y aura pas de Kendrick Lamar. Mais ça sort d'écouteurs, de casques, en fait, de vraies sources pour ne pas casser l'immersion. Parce que dans la vie, il n'y a pas juste une musique qui retentit de nulle part, même si on aimerait bien, pour embellir un peu notre quotidien. Donc ça a été aussi important pour nous, justement, de ne pas casser l'immersion par le son et par la musique de cette manière-là. Et donc, voilà. Il y a justement ce souci de réalisme et d'authenticité nous a fait poser des questions sur certains éléments des jeux. Donc pour ceux qui ont joué à Splinter Cell, voilà, il y a le split qui est un petit peu l'élément phare de la série. Eh bien, il n'y sera pas. Parce que on s'est dit que dans une série telle que la DA est faite et telle que justement ce souci de réalisme est insufflé, anatomiquement c'est pas possible. Enfin, ça donne un côté un peu goofy, un peu cartoon, et donc on ne pouvait pas implémenter ça. Ça a été douloureux, mais en tout cas il y a d'autres choses dans la série, d'autres éléments iconiques de la saga, mais justement je trouve que c'est un élément qui montre bien à quel point on a dû aussi faire des choix par rapport au jeu et considérer Deathwatch comme une adaptation, mais aussi comme une nouvelle fiction. Voilà. Et justement, dans ce souci de réalisme et dans l'ambition du projet, il nous est apparu assez logique d'aller voir un certain studio qui s'appelle Faust, qui a travaillé sur le Sommet des Dieux, et justement qui se rapproche pas mal de Splinter, justement sur ce souci de réalisme. Et cette rencontre nous a permis de rencontrer un élément clé du projet, Félicien Colmédage. Bonjour. Donc enchanté, bonjour à tous. Donc moi je suis arrivé un peu plus tard sur le projet que Guillaume. J'ai été impliqué sur une première étape qui a duré un an et demi, pendant laquelle on a commencé notre ping-pong avec Guillaume. Et je me suis occupé ensuite de la partie fabrication qui s'est faite au studio Faust et qui allait de la réception des boards jusqu'à l'étape de compositing inclus. Donc moi je vais vous parler de comment on a fabriqué ce show, comment on a réussi à avoir ces images. Et quand je dis on, je parle au nom et avec la production Faust, et particulièrement Judith Hainaut, qui était à la direction de production. Voilà, donc... moi, à la base, je pensais que les films d'animation réalistes adultes, ils étaient réservés pour les longs métrages. Et donc, quand je dis long métrage, je pense au Sommet des Dieux, sur lequel j'avais eu l'occasion de bosser. Gaël aussi, d'ailleurs. Il y avait aussi le film de Jérémy Perrin, Mars Express, sur lequel Gaël t'a été. Donc, c'était des longs métrages. Là, on s'est rendu compte qu'il allait falloir non pas sortir 1h30 en un an, mais 2h45. Donc, ça nous est vraiment sauté dans une dimension inconnue, voilà, qu'on ne connaissait pas. On a été près de 220 personnes sur le projet, réparties en 15 étapes, juste pour que vous vous rendiez compte de la masse que ça a été et du défi logistique. La question qui s'est posée, c'est comment on peut s'y prendre, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au bout de ce projet sans exploser en vol, en essayant de garder un haut niveau de qualité. Ça, c'est important. Et une des premières décisions qu'on a prises, ça a été de ne pas faire les épisodes dans l'ordre chronologique. On savait que sur ce type de show, le premier épisode, il doit être extrêmement impactant. Et voilà, il faut donner envie de regarder le show, il faut que les gens soient accrochés. Et donc, en fait, il nous fallait accumuler un petit peu d'expérience sur ce premier épisode, enfin, avant ce premier épisode. Et donc, on a commencé par l'épisode 4, qui n'était pas un gros défi technique en soi, mais qui comportait toutes les problématiques qu'on avait rencontrées dans la série, et notamment la question de l'intégration de la 3D. Et on est remonté comme ça jusqu'à l'épisode 1, donc 4, 3, 2, 1. Au 1, on avait atteint ça va, on s'était bien frotté à l'exercice, quoi.
Et on a enchaîné sur le 8 qui était vraiment le plus costaud. Franchement, c'était dur. Bah, c'est le dernier, quoi. Donc c'est la fin en apothéose, c'est les feux d'artifice. On a de tout, de la grosse baston, des explosions. Voilà. Donc on a accumulé du retard, forcément. Et on a pu se rattraper sur les épisodes suivants, 5, 6 et 7, qui étaient beaucoup moins difficiles, mais qui étaient quand même importants sur le point de vue narratif. Donc évidemment, on les a soignés. Donc comme évoqué plus tôt, notre but, ça a été d'atteindre le plus haut niveau de qualité possible. Ça a impliqué l'utilisation d'éléments 3D pour traiter certains éléments. En animation 2D, ce qui est très difficile, c'est la volumétrie des objets solides. C'est très difficile parce qu'il faut arriver à rester au volume. Et les véhicules, c'est un bon exemple. Il se trouve que le début de l'épisode 4, ça commence par une course-poursuite entre plusieurs véhicules. Donc on aurait pu envisager de la faire en 2D, mais ça aurait impliqué de modifier à peu près toute la mise en scène, ce qui n'était pas vraiment le but. Donc on s'est dit, ok, on y va, on le fait en 3D, et en même temps, ça nous permettra de répondre à toutes les problématiques qu'on allait rencontrer après, parce que forcément, des objets 3D, on en rencontre un peu tout le temps. Donc, ça nous a permis en fait de voir comment on allait intégrer la 3D et la 2D ensemble, d'autant que c'est un truc qui saute particulièrement aux yeux quand les personnages rentrent en interaction avec. On se rend compte de la différence de traitement. Donc là, ce que vous voyez, c'est les planches PAC qui faisaient office de référence. On est passé par une étape forcément de modélisation, une étape de peinture, d'animation, et enfin ce que vous voyez en bas à droite, c'est le compositing final, enfin c'est l'image finale. La 3D, ce qui est génial, c'est que c'est parfaitement volume, mais le problème, c'est que c'est parfaitement volume, et donc ça se voit. Et ça ne s'intègre pas super bien avec la 2D. Donc la manière qu'on a eu, nous, de régler ce problème, ça a été de traiter les véhicules de la même manière qu'on traite les personnages, donc à savoir avec une ligne claire, avec un petit peu accidentée, qui essaye de simuler un peu comme ça le trait du dessinateur, des textures très flat, vraiment très simples comme les personnages, et des ombres propres sans effet de diffusion. Parce que dès qu'on a des dégradés, on trahit vraiment les volumétries parfaites, et c'était pas le but. Donc voilà. On s'est aussi demandé de quelle manière on pouvait céder de la 3D pour la mise au modèle des personnages, parce qu'il fallait qu'on s'assure que la cinquantaine d'artistes qui allaient travailler sur les visages puissent le faire de la même manière. Et donc on a utilisé des bustes 3D pour les personnages principaux que vous voyez à gauche là. On a assez vite déchanté parce qu'on s'est confronté à un problème, c'est qu'à l'époque, on travaillait toujours sur Harmony, mais à l'époque, on ne pouvait pas changer les presets de caméra et les focales. Donc on s'est retrouvé avec exactement l'effet non voulu, à savoir des déformations dues aux lentilles dont parlait d'ailleurs Guillaume avant. Et donc on est revenu vers la bonne vieille banque d'images, avec tous les dessins les plus réussis qui étaient accumulés au fur et à mesure de la prod. Donc vous voyez en bas, là, on a dans la timeline en bas à droite, chaque petit trait correspond à un dessin de visage de Sam. Ça en fait un paquet. Et qui était accumulé comme ça au fur et à mesure de la prod et qui servait de référence pour tous les artistes. Ça nous a permis aussi d'unifier un peu les expressions qui étaient propres à chaque personnage et comme ça avoir une cohérence dans les caractérisations de personnages. Une autre manière de nous faciliter la tâche, ça a été de scinder certains postes clés en deux. Et je vais commencer par le BG Layout, qui est habituellement fait par l'équipe BG Line, et qui ici a été assuré par l'étape de BG Prépa 3D dans un premier temps, et l'étape BG Line dans un second temps. Donc là, ce que vous voyez, c'est les différentes étapes qui nous permettent de partir d'une animatique jusqu'à un décor fini. Alors pourquoi on a séparé? Parce que là, les deux étapes dont je parle, c'est les étapes qui sont intermédiaires, donc en haut à droite et en bas à gauche. Donc pourquoi on a séparé? Parce que dessiner, c'est long. C'est long et il fallait absolument qu'on s'évite, en cas de correction, de refaire des décors entièrement, alors qu'ils avaient été dessinés soigneusement juste pour des questions de composition d'images, de placement de lignes d'horizon, etc.
Donc, moi, j'avais une personne en BG prépa 3D qui pouvait se concentrer principalement sur le positionnement des masses, la focale et l'équilibre global de l'image, sans perdre de temps à dessiner, justement. Et ensuite, on avait l'équipe BG Trait qui intervenait sur ces compositions et qui pouvait se concentrer sur l'aspect narratif des plans, donc ajouter tous les détails qui donnent de la consistance à l'univers. On voit aussi que c'est une étape où même à l'étape de BG Line, on pouvait affiner un peu la composition. Là, vous voyez, en bas à gauche, par exemple, l'artiste a ajouté un vitrail au fond à droite de son dessin. Ça a permis de faire une entrée lumière et de dégager comme ça le fond de l'image, ce qui était assez déterminant pour la qualité de cette image. Un autre avantage que j'y vois, moi, c'est que j'avais en face de moi une personne en prépa BG 3D qui s'appelle Clément Oliveau et qui a été aussi aidé un petit peu par le superviseur BG Trait Benjamin Loira. Mais le fait qu'il y ait une personne principalement qui gère ça, ça va permettre d'avoir une consistance et une cohérence globale sur toute la série. Donc c'était hyper confortable pour moi. Je n'avais pas à refaire mes briefs. Donc ça a énormément facilité cette cohérence artistique et ça a permis comme ça d'avoir une évolution tout au long de la prod sur quels sont les principes qu'on garde, quels sont les principes qu'on ne gardera pas. Et donc ça a été, je pense que ça a vraiment aidé sur la qualité du show à la fin. Le dernier point, et pas des moindres, c'est que cette personne, du coup, avait... je vais rester sur l'image avant. Avait du coup préparé les 4000 plans de la série. Donc c'était un gros paquet. Mais du coup, avait une vision globale sur l'ensemble de la série. Et ça permettait pour lui d'anticiper des réutilisations. Là, vous voyez un bon exemple en haut à droite où le BG Line au fond est un BG qui avait déjà été dessiné et fini par l'équipe BG Trait et qu'il a réutilisé en fond, voilà, donc il n'aura pas été à refaire. Et il a juste eu à ajouter les éléments 3D au premier plan qui ont ensuite été retracés. Voilà, donc c'est un peu la même question qu'on se pose à chaque fois qu'on fait un show, c'est comment on va faire pour gagner du temps et de l'argent et économiser un petit peu nos efforts. Voilà. En ce qui concerne les personnages, on a aussi conservé cette approche de séparation des compétences entre l'animation et le posing. Le posing, bien sûr, c'est une étape qui est présente sur à peu près tous les shows 2D de toutes les prods, j'imagine. Mais nous, la différence, c'est qu'on l'a vraiment poussé au maximum. Alors pourquoi on a poussé aussi loin le posing? Parce que là, ce que vous voyez, c'est des planches posing. Eh bien, c'était avant tout pour régler les problèmes de dessin, pour que tous les problèmes de mise au modèle soient faits en amont et que les animateurs puissent se concentrer ensuite vraiment sur la qualité de l'anime, des mouvements. Voilà. Et il y avait du taf aussi sur ça. Et Gaël vous en parlera d'ailleurs. Pour pousser cette étape de posing à son maximum, on a mis en place quelques principes. Et je vais commencer par le premier, qui est l'utilisation des refs photos. Parce que absolument tous les shots de la série ont été shootés en photo. Donc comment ça se passait? Moi et les chefs de poste, on allait dans une pièce et on refaisait toute la scène, on la reprenait en photo complètement. Moi, ça me permettait de voir qu'est-ce qui était fonctionnel ou pas, d'affiner mon brief. L'avantage aussi, c'est que ça crée un cadre d'émulation, forcément. Et les idées en faisant et en mimant l'action, elles viennent. D'ailleurs, elles venaient de moi, mais aussi des chefs de poste. Donc, c'était hyper cool. Et beaucoup plus stimulant que d'être tout seul, moi, derrière mon ordinateur, à faire mes briefs. Voilà, quoi. Une autre chose qui me paraissait importante, c'était dans l'utilisation de la photo, c'était que quand on dessine de tête, on a tendance à aller vers des habitudes de dessin, à aller vers des automatismes, et donc des poses qui ont tendance à être un peu stéréotypées. Et passer par des références photos, ça nous oblige à nous re-questionner en permanence sur comment on bouge vraiment, comment les choses se passent réellement. Et pour moi, la référence photo, même si quelquefois on peut avoir l'impression que c'est un peu triché, au contraire, ça va avoir tendance à apporter de la singularité et de l'originalité au dessin. Un autre point aussi que j'ai demandé aux équipes posing, c'était de fournir
un dessin définitif par plan, donc que vous voyez ici en ligne noire. Pourquoi aller si loin à cette étape-là? C'était que l'animation, c'est un peu une grande chaîne de l'amitié. C'est qu'on fait un plan et on le refile à l'équipe d'après, qui le refile à l'équipe d'après, etc. Et le problème, c'est que si on commence une étape posing avec des dessins qui sont très roughs, on a ensuite une équipe d'animateurs qui dessine très rough dessus, et on a enfin des assistants qui arrivent et qui se disent mais qu'est-ce que je vais faire avec ce plan très rough? Et donc on peut se retrouver avec un gros décalage entre l'intention de base et le rendu final. Donc là, c'est pour cette raison que le dessin, pour moi, il devait être le plus abouti possible. Et ça me permettait aussi, moi, de me rassurer sur le fait que, de savoir très tôt, très tôt, de savoir à quoi allait ressembler le plan. Voilà, ça c'est un confort de travail pas nul. Moi, j'avais vraiment envie que le show, mais je pense que tout le monde ici à cette table, que le show se démarque par sa qualité de dessin. On était sur un format sériel, donc il y avait beaucoup de choses à sortir, donc on peut avoir tendance quelquefois à éluder un petit peu certaines étapes, mais mon but, c'était toujours de faire en sorte que les plans, que les personnages dans les plans aient toujours de la consistance, même quand ils ne bougent pas, en fait, qu'ils soient vraiment incarnés. Perso, je viens du dessin de personnage, donc ça me touche. Enfin, c'est quelque chose qui fait partie de mon éducation artistique. Et j'aime bien quand on comprend en un coup d'œil quelle est la valeur émotionnelle des personnages dans un shot. Par exemple, ici, on voit qui est dans une posture un peu leader, qui est plutôt dans une posture défensive, qui est plutôt flegmatique. Le problème de ça, c'est que ça a vraiment limité les possibilités de réutilisation, parce qu'on n'a pratiquement pu réutiliser aucun posing. Mais le côté positif, c'est que ça nous a vraiment fait gagner en qualité, quoi. Et pour finir, c'est une série d'actions, je pense que vous l'avez compris. Donc il a fallu faire des scènes d'action. Guillaume et moi, on était assez raccord sur le fait qu'on ne voulait pas chercher une esthétisation de la violence. Donc l'idée, c'était de revenir vers quelque chose d'assez sobre, simple, efficace. Et toujours dans cette logique de réalisme dont parlaient Karl et Guillaume aussi juste avant, on a cherché à faire des choses qui étaient fonctionnelles en ce moment. Les croyances et les modes sur qu'est-ce qui marche ou pas en combat évoluent. Et donc on est parti sur en ce moment ce qui était reconnu comme efficace. De la même manière qu'on s'est demandé comment on tenait une arme, comment on rechargeait une arme, comment on se déplaçait dans un milieu confiné. On a eu la chance d'ailleurs d'avoir un conseiller militaire chez Ubisoft qui a pu répondre à quelques-unes de nos questions, même si ça a demandé pas mal de recherches, notamment sur YouTube. Donc je vous laisse imaginer l'état de mes suggestions. Et sur ce, en parlant d'action, de mouvement, je pense que c'est le bon moment pour te laisser la parole, Gaëlle, qui va nous parler de l'animation. Donc bonjour à tous. Je le répète encore, mais l'enjeu de la série, c'était vraiment le côté adulte et réaliste. Donc on reste dans une animation du coup très adulte et réaliste. L'animation sur la série, elle a été très exigeante et très ambitieuse compte tenu du temps imparti qu'on avait et de la qualité qu'on voulait avoir. Et pour ça, en fait, on devait mettre nos forces au bon endroit et de manière intelligente. Et donc, pour commencer la partie animation, je vais vous proposer de regarder un extrait d'une scène de combat. C'est les scènes qui nous sollicitaient vraiment énormément de travail. Donc, c'est une scène forte entre Sam et un adversaire. Et je vous invite également à prêter attention au rythme de l'extrait.
Donc il y a eu vraiment un gros travail qui a été fait sur tout ce qui est séquence de combat. Comme on a pu le voir donc, dans l'extrait, on est vraiment allé sur quelque chose de vraisemblable et fonctionnel. On a énormément travaillé les chorégraphies et le rythme de combat. En fait, il a fallu qu'on retrouve une bonne dynamique parce qu'on avait des contraintes de caméra fixe. Et donc il a vraiment fallu qu'on redonne un peu de peps en fait, à quelque chose qui de base semble extrêmement plat. Parce qu'en vrai, si on regarde deux personnes qui sortent d'un bar complètement ivre, c'est franchement pas beau à voir. Donc il a vraiment fallu qu'on retrouve cet appealing un peu dans toute cette recherche de chorégraphie. Dans toutes les scènes de combat aussi, on a pris le contre-pied de tout ce qu'on voit actuellement, tout ce qui est à la mode, tout ce que les spectateurs pourraient s'attendre à voir. Et on s'est vraiment éloigné des animations à la japonaise, très stylisées, avec des très grands mouvements, des grands sauts. On s'est vraiment écarté de ça. Et on aurait pu aussi simplement faire de la rotoscopie, mais très honnêtement, on aurait beaucoup perdu en silhouette. Et le poids des personnages se serait fait grandement moins ressenti. Donc, parce que la gestion du poids et de l'équilibre des personnages a été extrêmement importante dans toutes les animations, et surtout dans les combats. Et les coups portés, les mouvements effectués, vraiment doivent être extrêmement réalistes. Tu peux mettre la trajectoire. Ouais, donc dans cet extrait, donc comme on peut le voir là sur le petit slide, on est vraiment sorti d'une animation avec des grandes courbes, des grandes anticipations marquées. On est vraiment revenu sur des trajectoires très rectilignes, très droites, fluides et extrêmement bien maîtrisées. Ça peut être un exercice assez difficile, car on a toujours tendance à trop en faire parfois. Donc, pour ça, on a beaucoup utilisé des références photos et vidéos. Les animateurs, ils se filmaient beaucoup, ils se mettaient beaucoup en situation, ou ils recherchaient des références sur le net. Parce que même si on était encouragé à garder au maximum les poses posing, à un moment donné, en fait, il y a la réalité qui nous rattrape. Et certaines poses, elles ne sont pas forcément adaptées dans les animations qu'on voulait donner. Donc les références photos et les vidéos que les animateurs utilisaient leur permettaient vraiment de se rendre compte des différents mouvements du corps, de la manière dont on peut avancer, comment on se bat quand on est fatigué et blessé. Parce que, bon là on ne l'a pas vu, mais avant l'extrait, en fait, Sam il s'est battu, il y a eu une course-poursuite, donc il a vraiment fallu qu'on retrouve tout ça, la charge que les personnages ils ont, les coups qu'ils se sont pris en amont, la lourdeur dans leur chute et dans tous leurs déplacements. Donc, même si le gros du travail porte essentiellement sur les scènes de combat, on n'a pas pour autant délaissé le reste de l'animation. Et les références photos et vidéos qu'on avait, elles étaient aussi essentielles dans toutes les animations de body mécanique. Comment les personnages bougent dans le décor, comment ils marchent, comment ils montent des escaliers. Tout ce qui est scène d'infiltration aussi, c'était extrêmement important d'avoir quelque chose de vraiment très réaliste. Et aussi tout ce qui est opération militaire. Donc, en fait, il ne fallait pas qu'on tombe sur quelque chose de stéréotypé. C'était pas possible, en fait, parce que le moindre faux mouvement, c'était fatal et qu'on perd toute crédibilité et toute authenticité. Donc, il y a un gros contraste aussi qui est fait dans l'animation entre les scènes de combat et les scènes plus calmes d'acting. Pour autant, là, pour tout ce qui est scène comme ça, là, le travail du posing qui a été fait en amont, il nous a vraiment servi parce que les dessins étaient hyper solides.
Et ça nous a permis de rester sobre en termes de mouvement et assez efficace sur ces plans-là. Ça nous permettait de travailler les visages, par exemple, beaucoup plus en subtilité. Et ça nous évitait aussi de parasiter tout ça avec des grands mouvements superflus. L'émotion des personnages et tout ce qui est changement d'expression est beaucoup plus lisible ici. L'animation, en règle générale, dans la série, elle est pas habituellement aussi subtile. Elle n'est pas nécessairement riche en micro-mouvements, parce que déjà, ça coûte cher à fabriquer et on n'avait pas tant d'argent ni beaucoup de temps, disons-le. Mais voilà, on a fait le choix de le faire parce que ça apporte un gros plus. Et parce que des personnages qui ferment des sacs, qui coupent du chou, qui servent à boire, un personnage qui ouvre une porte aussi, parce que comment il ouvre cette porte, en fait on a 1000 façons d'ouvrir une porte. Tous ces mouvements assez inutiles dans la vie, mais franchement c'est ce genre de détails en fait qui apportent beaucoup de singularité, de spécificité. Ça donne énormément de caractère au personnage et énormément de personnalité. Donc c'est franchement trop bien. Et d'ailleurs, en parlant de porte, on a fait le choix d'utiliser la 3D pour les animations de celle-ci, mais aussi pour les références des armes afin de gagner un réalisme, et aussi pour les véhicules. Et pour conclure cette partie animation, je vous propose de regarder un petit extrait qui illustre bien l'utilisation de la 3D dans la série. Come on! Come on! Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette heure. Je voudrais remercier toutes les équipes Ubisoft qui ont permis à ce projet d'exister, tous les gens de Sun et de Foz, bien entendu, les gens de Netflix, je pense que Dylan et Rulio sont dans la pièce, Cédric Richet pour le générique que vous n'avez pas vu mais qui est formidable, Christina Krassaris pour la post-prod et donc nos compositeurs Danny Bensi et Sonder Jurians pour la musique. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer aux questions qui vont vous être adressées. Je vais juste lancer la session de questions en m'adressant à Gaël qui nous a bien expliqué vraiment dans le détail sous quel angle en fait vous avez échafaudé tout ce travail sur l'animation. Et moi, pour avoir pu accompagner d'autres présentations de WIP et avoir entendu d'autres directeurs d'animation, je me rends compte à quel point ça se renouvelle sans arrêt. Donc d'après toi, qu'est-ce qui, dans cette production spécifique, quel nouveau territoire tu as pu trouver et aborder par rapport à l'expérience que tu avais déjà eue, que ce soit avec le Sommet des Dieux ou en accompagnant Jérémy Perrin? S'il y a des choses réellement nouvelles ou si tu as utilisé des vieilles recettes? Non, mais en fait, en France, déjà, le revival de l'animation réaliste, elle est très récente. Et moi, ça fait vraiment j'ai fait l'animation réaliste avec le Sommet des Dieux, donc c'était il y a 4 ans à peine.
Avant, j'ai eu énormément d'expérience en animation semi-réaliste et cartoon. Donc c'est vrai que quand on approche une production réaliste, il faut vraiment repenser notre manière d'animer. Et il faut tout remettre à plat en fait. Et faut se dire ok, on anime en fait ce qu'on voit dans la réalité. Il y a rien de, on fait comment est-ce qu'on bouge en fait dans la réalité. On fait pas le grand mouvement, on saute pas partout. Donc vraiment tout ce que j'ai appris sur ces 2 précédentes productions, à savoir Mars Express et Le Sommet des Dieux, ça m'a vraiment servi pour cette expérience sur Splinter Cell. Et c'est vrai qu'aussi les équipes sont relativement jeunes. Il n'y a pas beaucoup d'animateurs et d'animatrices qui sont vraiment dans ce style d'animation. Donc aussi, il faut vraiment bien les accompagner et bien les encadrer dans le sens où pareil, il faut faut qu'un peu qu'ils désapprennent ce qu'ils ont appris dans leur production précédente pour pouvoir vraiment être à la pointe sur cette série. C'était un travail assez exigeant. C'était un beau challenge, franchement. Je pense qu'il y a pas mal d'animateurs, d'animatrices aussi qui ont vraiment beaucoup. Pour eux, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Mais voilà, je pense qu'ils en sont ressortis assez riches. Bien, merci. Je laisse la parole à la salle et j'imagine que vous avez des questions. Non seulement vous devez avoir des questions, mais vous avez le choix en termes de thèmes et de champs à explorer. Hello. First of all, as a fan of Rainbow Six Siege and Tom Clancy series and Ubisoft games, what you've shown is amazing, and I'm so excited to see this. One thing I wanted to ask was, I noticed there were 2 designs of the character for Sam Fisher, one with long hair and a mustache, one with short hair and just a beard. I just want to know if that's something for the narrative, or is that just the 2 work-in-progress designs? It's part of the narrative. There's progression in his hairstyle. Okay, cool. Just wanted to check because I noticed that. And, no, it's part of the series. We have it. Sam is evolving. Yeah. Okay. Thank you so much. Voilà, juste à côté. Bonjour, grand bravo pour cette présentation. Ça fait plaisir de voir Sam Fisher 12 ans plus tard. Bon, je tempère mes attentes vu qu'apparemment il n'y a pas de Kendrick Lamar ni le Split. Ma question, c'était concernant, vous avez évidemment parlé des micro-détails animés vis-à-vis des divers personnages et de la tonalité réaliste. Est-ce que le choix de Liev Schreiber a un peu contribué justement à la caractérisation de ce Sam Fisher? Est-ce que tout était animé en amont déjà, ou alors est-ce qu'il a un petit peu participé à la manière dont vous avez mis en scène le personnage et l'animation? Merci beaucoup. Non. Le show a quand même été pensé pendant bien 3 ans et demi, facilement, avant que Liev ne fasse partie du projet. Mais effectivement, je pense qu'au moment où on va chercher Liev, on a suffisamment bien assis le projet tous, à différents niveaux, que ce soit à l'écriture, au design, à l'animation, au look and feel global qu'on veut donner au show, pour se dire que Liev Schreiber sera le bon. Et effectivement, Liev Schreiber ramène une couche. Et c'est ce que je disais, c'est ce que je trouve très gratifiant et dans l'animation, c'est qu'en fait, c'est une œuvre très collective et où chaque strat et chaque technicien, chaque intervenant peut sublimer le projet encore plus. Et voilà. Donc, il est très bien intégré, mais il n'est pas la source du personnage. Mais il est quand même intervenu à l'étape d'animatique avant l'animation. Et ça, c'était quand même intéressant parce que lorsqu'on a eu ces voix, elles sont toutes découpées, il va falloir les remettre au sein de l'épisode. Et ça nous a permis aussi de réajuster un peu le rythme en fonction de ce qu'il disait. Alors évidemment, on avait un timing à tenir et il fallait s'y tenir au maximum. Mais on avait quelques largesses comme ça qui nous permettaient d'adapter aussi par rapport au rythme de son phrasé. Et en effet, il a vachement apporté.
Bonjour. Alors, est-ce que vous allez faire un artbook un peu comme d'autres films ou séries par la suite? Parce que ça serait vachement intéressant de voir comment vous procédez pour mêler la 3D et la 2D et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Un artbook est en cours. On avait déjà eu l'opportunité d'en faire un super sur Captain Leatherhawk, dont on était très fiers. Et là, comme vous avez vu, on a de la matière, on a des gens passionnés pour en parler. Et donc, oui, c'est en cours. Ça arrive. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très détaillée de la série. J'ai une question qui m'est venue lorsque l'un d'entre vous a évoqué le fait que c'était la première fois que vous faisiez un style aussi détaillé pour de la série, notamment le studio Faust qui évoquait son expérience avec le Sommet des Dieux. Ma question est du coup, pourquoi le choix de la série par exemple pour cette adaptation, et est-ce que ça aurait été impossible de le faire en plusieurs films, comme par exemple pour l'adaptation de Dune récemment? C'est une bonne question qu'on va donc poser à nos amis de Netflix qui sont dans la pièce. Non, non, je pense que c'était tout naturel pour nous de se projeter en série. Comme l'a expliqué Karl, on a un procédé narratif qui est un road trip. On est sur une manière de raconter l'histoire aussi qui est certainement un petit peu plus lente que ce qu'on a l'habitude de voir justement dans des films et dans les codes actuels d'action live action. Donc, pour nous, ça n'a jamais été une question. En fait, la meilleure expression du projet était de prendre le temps et d'avoir une vraie série et pas un film découpé en chapitres, mais vraiment une série qui se tient avec des arcs longs et de laisser à Sam la possibilité de revenir d'entre les morts. D'accord, merci beaucoup. On peut prendre une dernière question. Bonjour, bravo pour la série. Moi, je me demandais pourquoi le choix de l'animation 2D dans une série qui se veut à ce point réaliste. Qu'est-ce que pour vous, justement, l'animation 2D tradie apporte sur une série qui est à ce point dans une recherche de réalisme, en fait? Je pense que je vais peut-être nuancer un tout petit peu le propos sur le réalisme, parce qu'il est vrai qu'il y a énormément de réalisme au sein de la série, beaucoup d'authenticité, mais il y a tout de même des intentions qui se veulent quand même très atmosphériques aussi. Il y a tout un tas de travail, il y a tout un travail qui est fait, qui, je pense, se justifie quand même en animation. Alors, c'est pas moi qui ai fait le choix de faire de l'animation, c'est Ubisoft d'abord, mais en tout cas, il y avait toutes les raisons de le traduire en animation. Et c'est une histoire qui peut être racontée de cette manière-là. Alors après, d'un autre côté, est-ce que ça aurait coûté moins cher en live action? J'en suis pas certain, parce qu'on bouge énormément dans la série. Pardon. C'était l'animation 3D le sujet ou... C'était surtout, pour vous, qu'est-ce que l'animation 2D, du coup, apporte au projet Par rapport à la 3D? Par rapport à 3D, live action Je le laisse à Hugo, ça. Non, mais on en revient encore à un sujet qui est que si jamais il avait fallu le faire dans les codes narratifs qu'on a posés, là, une fois encore, il aurait fallu avoir une grosse discussion budget avec beaucoup de monde, parce qu'en fait, on ne s'est pas fixé de contraintes, non pas parce que l'animation 2D, c'est facile, mais au moins parce qu'on avait cette liberté d'expression. Je pense que Guillaume l'a dit, il y avait une envie de réalisme, mais ce réalisme, effectivement, il faut pas il faut bien l'interpréter, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à mimiquer le réel, c'est vraiment une interprétation du réalisme par le biais de la 2D. Et je pense qu'on a tâtonné pour arriver à ça, mais je pense que c'est ce vers quoi on tendait, c'est-à-dire cette représentation dans un certain style d'une réalité qui fasse sens avec ce que Sam Fisher et Splinter Cell représentent, à savoir du techno-thriller, de l'espionnage et quelque chose d'assez adulte et ambitieux. Voilà. Et puis ça apporte aussi une petite part d'imaginaire. La 2D, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dans les flous, qui ne sont pas forcément précisées. Et voilà, c'est un super médium pour raconter cette histoire. Mais promis, pour une saison 2, si vous voulez, on mettra le split et Kendrick Lamar.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je voudrais juste rappeler à tout le monde le principe des whips, c'est-à-dire il faut bien vous mettre dans l'idée que les gens qui sont venus vous présenter le projet aujourd'hui, ils sont en train de travailler, ils sont au milieu de la production, c'est pas fait. Ils sortent de leur studio pour venir vous trouver ici, et moi je voudrais juste qu'on profite d'être tous ensemble et d'être dans une salle pour les applaudir 2 à 3 fois plus fort, pour leur donner le courage de livrer. Merci à tous.